naturellement fermenté depuis plus de 300 ans. Kikkoman, la passion du goût. 2024, l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. L'année de ceux qui se préparent depuis des années. L'année qui peut accélérer la transformation de la société. L'année pour laquelle la Caisse d'épargne s'engage en soutenant les athlètes et en finançant des infrastructures dans toute la France pour rendre ces Jeux utiles à tous. Caisse d'épargne, partenaire premium des Jeux de Paris 2024. Bonsoir à tous et bienvenue. Des magistrats supplémentaires, un grand plan annoncé en personne par Emmanuel Macron. La semaine prochaine, l'exécutif est sommé de se pencher sur la situation à Marseille. Marseille où la violence est la plus brutale se déchaîne depuis des mois. Nous allons en parler. Nous serons en direct dans quelques instants avec la maire adjointe de la ville, Samia Ghali. Mais avant cela, la grande actualité de la soirée, ce sont les intempéries, les orages dans le sud de la France, dans le Var et les Bouches-du-Rhône. De fortes averses accompagnés parfois de grêles, ont éclaté dans plusieurs secteurs de Provence. La départementale 97 est coupée à la circulation. À Salon-de-Provence, c'est un plafond de l'hôpital qui s'est effondré sans faire de blessés. 10 départements sont placés en vigilance jaune. Bonsoir, colonel Gambé de Vergne. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes commandant des pompiers du Var. Quelle est la situation sur place? Quels sont les moyens mobilisés? Je suis officier de garde départementale pour le Var, effectivement. On a aujourd'hui, ce soir, 90 sapeurs-pompiers engagés sur la commune de Pignan, avec 4 unités de sauvetage, une quinzaine de véhicules tout-terrain qui ont procédé à un certain nombre de mises en sécurité ou de sauvetage tout à l'heure. Et quels sont effectivement les risques, quelles sont les préconisations vous recommandez à la population? Rester prudent, rester chez soi? En cas d'inondation, le plus important, oui, effectivement, c'est de rester chez soi et surtout d'éviter de prendre sa voiture et de s'engager sur une route inondée, ce qui a été le cas, mais là, c'était pas de l'imprudence des gens, c'est que la crue et la pluie a été très soudaine, donc l'eau est montée très rapidement sur les routes, mais de manière générale, quand il y a une inondation, surtout avec vos voitures, ne passez pas sur les routes inondées. En fait, une voiture commence à être emmenée par les eaux très rapidement, dès 20 ou 30 cm de hauteur d'eau. Quelles sont vos prévisions pour les prochaines heures, pour la nuit? La nuit va être difficile? Normalement non. Pour nous sur le terrain, ça va être une nuit de pompage et de reconnaissance dans les différentes villas pour voir les dégâts et pour faire un bilan complet de la situation. La météo normalement devrait se calmer, les orages devraient se calmer sur la zone. On attend encore un peu des pluies demain qui peuvent poser des problèmes puisqu'on a eu aussi de la grêle et un certain nombre de toitures ont été cassées fracassées par cette grêle. Et donc même s'il y a des petites pluies qui vont arriver, il y a quelques pluies encore, ça posera un certain nombre de désagréments sur les toitures ou dans les maisons dont les toitures ont été endommagées. Par ailleurs, de plusieurs routes, plusieurs départementales notamment, ont été coupées à la circulation. Est-ce que vous imaginez les libérer dans les heures qui viennent? Normalement, alors j'ai pas un bilan exact de l'ensemble, entre autres, de la départementale 98. Je pense que les forces de police sont sur place et les pompiers sur place sont en train de faire une dernière vérification. L'eau est en large décrue, puisque en fait c'est plutôt du ruissellement. C'est pas une crue complète, c'est du ruissellement. Je pense que ces routes vont certainement pouvoir être mis à la circulation assez rapidement, mais je pense que des contrôles sont en cours. Et la police ou la gendarmerie bloque certainement ces routes encore et on ouvrira un peu plus tard dans la soirée. Plusieurs foyers sont également privés d'électricité. Est-ce que vous pouvez nous donner une évaluation? On a environ, d'après EDF, ils nous avaient annoncé 250 personnes privées d'électricité sur plusieurs communes. Avec donc ça c'est une information que j'ai depuis environ 2 heures, et avec un retour à la normale en début de soirée. Donc là, j'ai pas plus d'informations précises sur la privation d'électricité dans ces communes.
Très bien, je vous remercie Colonel, merci d'être intervenu en direct avec nous ce soir pour nous faire donc un point sur ces intempéries dans le sud-est, en Provence notamment. Et nous sommes en ligne avec le député Jean-Marc Zulesi. Bonsoir, vous êtes député En Marche des Bouches-du-Rhône. Vous êtes justement à Salon de Provence où votre permanence, je crois, a été inondée. Oui, effectivement, une permanence inondée avec des pluies diluviennes puisque des rues sont transformées en véritables torrents. Et grâce au travail et la réactivité de nos pompiers, eh bien, je crois que beaucoup de nos commerçants, beaucoup de nos restaurateurs et ma permanence aussi, eh bien, ont pu être sauvés d'une partie des dégâts. Mais c'est vrai que voilà, les conséquences sont terribles. Quels sont les moyens mobilisés sur place ce soir à Salon de Provence ? Bien, vous avez des pompiers qui ont répondu présents, qui sont venus sur le terrain pour venir aider à la fois les commerçants, les restaurateurs, de manière à pouvoir être en soutien logistique pour nettoyer les rues notamment. Et donc ces pompiers, grâce à la réactivité de ces pompiers, eh bien, je crois qu'un certain nombre d'artisans, de restaurateurs pourront reprendre leur activité le plus tôt possible. Mais je peux vous dire que pour une grande partie, les dégâts sont considérables. Est-ce que vous avez dû ouvrir un centre d'accueil pour accueillir les populations dont les logements ont été inondés ou dégradés par ces intempéries ? À ce stade, je ne crois pas qu'un centre d'accueil soit ouvert, mais c'est avant tout grâce à la mobilisation de nos pompiers, mais aussi de la réserve citoyenne communale que nous avons pu justement être en soutien et éviter justement une ouverture d'un centre d'accueil. Comment prévoyez-vous la nuit ? Est-ce que les autorités vous disent que les intempéries vont se calmer ? Il semblerait que les intempéries se calment, mais je tiens à le dire, à cause du réchauffement climatique et à cause justement du bouleversement de notre climat, ces épisodes seront répétés, c'est-à-dire que ce sont des épisodes qui sont massifs, qui sont courts dans le temps, et donc il faut que nous soyons prêts à faire face à ce type d'événements dans les années à venir. C'est la Terre aussi qui nous rappelle justement la nécessité de lutter contre ce réchauffement climatique, je tiens à le souligner. Pourtant, Jean-Marc Zulesi, les épisodes orageux assez violents sont assez courants en cette période de fin d'été. Oui, ils sont courants, mais avec cette ampleur-là, je peux vous dire que c'est quelque chose de totalement incroyable. Les rues se sont transformées en torrents. Donc effectivement, nous sommes habitués à des pluies diluviennes, mais de cette ampleur, non. Et donc il est important de souligner justement cette ampleur et le fait que cet épisode soit conséquent et forcément des conséquences terribles pour nos restaurateurs et pour nos commerçants. Merci beaucoup Jean-Marc Zulesi d'avoir réagi en direct et je rappelle donc cette information et cette prudence aux habitants du sud-est, notamment des Bouches-du-Rhône avec cette alerte aux orages. 10 départements du sud-est sont toujours placés en vigilance jaune par Météo France. L'autre grande actualité ce soir, c'est bien sûr la situation en Afghanistan. Un sommet du G7 s'est tenu aujourd'hui, notamment à propos de la question des évacuations. Paris veut obtenir un délai, ce que les talibans viennent de refuser. Dans le même temps, en France, plusieurs Afghans soupçonnés d'être proches des talibans sont sous surveillance. L'un d'entre eux a rompu l'isolement. Il a été interpellé, placé en garde à vue. Pour en parler, j'accueille Manon Parizet. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du think tank Le Millénaire. Christophe Poulain, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler effectivement de cet Afghan qui est toujours placé en garde à vue. Vous êtes chef du police-justice de LCI, je vais y arriver. Et Renaud Pila, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique. Je le disais donc, un des Afghans rapatriés ces derniers jours est placé sous surveillance par les services, a rompu son isolement. Il a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue. On va retrouver devant le siège de la DGSI à Paris Suzanne Presse. Suzanne, que sait-on des circonstances de cette arrestation ? Eh bien écoutez, vous le disiez, cet homme a pris la fuite alors qu'il était assigné à l'hôtel de Noisy-le-Grand. Il a été interrogé toute la journée par les enquêteurs qui essayent de comprendre pourquoi cet acte, pourquoi cette fuite, alors qu'il était en Seine-Saint-Denis, il était assigné à cet hôtel. Alors selon le ministère de l'Intérieur, il ne serait sorti que quelques minutes. Il a été très rapidement interpellé, comme vous le disiez il y a quelques instants. Alors
Qu'est-ce qu'on lui reproche? Eh bien, 2 choses. D'abord, il a rompu son isolement sanitaire qui est appliqué à tous les expatriés d'Afghanistan, mais aussi et surtout, il n'a pas respecté la mesure de contrôle et de surveillance qui s'applique à lui, mais aussi à 4 autres exfiltrés présents dans l'hôtel de Noisy-le-Grand et qui lui interdisaient de quitter la ville, de quitter le département. Ce que je peux vous dire pour l'heure, c'est qu'en tout cas, sa garde à vue a été prolongée selon le parquet de Paris. Et puis ce qu'on sait sur son profil, c'est qu'il est proche, il est l'un des proches de l'Afghan qui lui inquiète en ce moment les autorités françaises pour une appartenance avec le mouvement taliban. En tout cas, cet homme-là est toujours sous surveillance à l'hôtel de Noisy-le-Grand actuellement. Merci beaucoup Suzanne. Christophe, cet homme est donc soupçonné d'être proche des talibans. Il était pour cette raison sous surveillance. Comment s'effectue la surveillance de tels individus? Comment ça se passe en fait? La surveillance, elle est organisée par la sécurité publique, c'est-à-dire qu'il y avait une mesure administrative qui les interdisait de sortir cet établissement. À 11 h chaque jour, les fonctionnaires de police se rendent dans l'établissement pour constater qu'ils sont là ou qu'ils ne sont pas là. Et puis, vous avez aussi, dans cette mesure administrative, un volet de 10 jours qui est une mesure sanitaire, tout simplement, Covid oblige, afin de respecter les délais dus à la présence du virus. Donc, c'est une surveillance classique. Et d'ailleurs, quand cet individu a décidé de quitter l'hôtel, comme le dit si bien le ministre de l'Intérieur, il n'est pas resté très très longtemps dehors parce que tout simplement les policiers le suivaient. L'idée était peut-être de savoir dans un premier temps où il allait, qui il pouvait rencontrer. Et à partir du moment où les enquêteurs ont vu qu'il se rendait dans Paris, c'était assez compliqué de le perdre de vue. Donc ils ont décidé tout simplement de l'interpeller. Alors la garde à vue, elle est technique, bien évidemment, prolongée ce soir. Notre correspondante nous l'a dit. C'est aussi un moyen pour les enquêteurs, et notamment ceux de la DGSI, d'en savoir un peu plus sur qui il est, puisque le dernier interrogatoire, il a été succinct de cet individu et de ceux qui sont avec lui en résidence à l'hôtel. C'était à Abu Dhabi, à l'aéroport, après son arrivée de Kaboul. Donc c'est aussi une façon de savoir ce qu'il a pu faire quand il était à Kaboul, est-ce qu'il peut connaître des gens en France, ses motivations. Donc voilà, ça donne un peu de grain à moudre aux enquêteurs sur le profil de cet individu, puis le profil aussi de ceux avec qui il est arrivé en France. Renaud, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, nous assure, dès ce matin, il l'assurait, il n'y a pas eu de faille dans la sécurité. Néanmoins, des questions se posent, des questions y compris politiques. On a vu la réaction des oppositions dans cette affaire. Est-ce que la France a péché par naïveté, ou en tout cas, peut-être on peut dire même par excès d'humanisme? Je crois pas. Je crois que le rapatriement, c'est une énorme opération de rapatriement sanitaire qui doit se conjuguer en même temps avec la protection et la sécurité du territoire national et la sécurité des Français. Donc il y a ce double objectif. Dans le chaos, il faut écouter les témoignages de la façon dont l'évacuation de centaines et de centaines de personnes s'est faite de l'ambassade de France à Kaboul. Tout ça s'est fait dans des conditions extrêmement périlleuses. Je cite les autorités françaises. Christophe l'a dit, l'arrêt à Abu Dhabi, où là il y a des premiers contrôles, puis l'arrivée en France. On a quand même sur près de 2000 personnes, là on n'a que 5 individus. Et justement, toute cette affaire montre quoi? Que là, les services de renseignement français ont agi et continuent à agir. Et il n'y a pas eu d'individus 3 semaines, 1 mois, 6 mois qui sont lâchés dans la nature et qui peuvent faire éventuellement des opérations ou des infiltrations qui sont pas qui seraient illégales. Donc justement, alors l'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. Mais attention, parce que, la droite ou le Rassemblement national, avec des arguments différents, critiquent le gouvernement français. Mais il faut rappeler que le droit international sur les réfugiés s'applique. Ça fait partie de notre droit. Alors s'il y a, après, on ne peut pas, en France, arrêter ou enfermer des gens sur le soupçon. Pour l'instant, ce ne sont que des soupçons. Il y a un criblage pour voir effectivement quelles sont leurs intentions. En revanche, si jamais il y avait des objectifs, s'il y avait des preuves d'opérations illégales, eh bien on peut tout à fait, ça relève du pénal en France, et on peut tout à fait aller en prison alors qu'on est en situation d'asile, on peut terminer son asile en prison si jamais il y a des preuves. Mais le droit existe et dans ce cas-là, les choses sont respectées, donc je ne crois pas qu'il y a eu de la naïveté. 5 individus sur 2000 personnes. Pour 2 d'entre eux qui ont été vus à Kaboul avec des armes, dont le frère d'une des personnes qui est actuellement maintenue dans cet hôtel, on savait dès le départ
les militaires français savaient dès le départ. Dès le départ, ils ne se sont jamais cachés qu'ils faisaient partie des talibans. C'est d'ailleurs parce qu'ils faisaient partie des talibans, parce que l'un d'entre eux contrôlait un checkpoint, qu'ils ont pu être utiles aux forces françaises pour évacuer nos ressortissants, des journalistes, des humanitaires. Et quand on les a emmenés à Abu Dhabi pour les débriefer et qu'on les a fait revenir en France, les services français le savaient. Et il y a même une petite phrase de l'un des proches du ministre de l'Intérieur qui dit, de toute façon, si, après ce qu'ils ont fait pour nous, si on les avait laissés sur place, ils ne vivaient pas 2 heures à Kaboul. Néanmoins, Manon, est-ce que c'est une question, effectivement, c'est une question complexe que se posent légitimement les Français, ce risque de laisser entrer sur le territoire des potentiels terroristes, mais néanmoins, c'est une question, j'allais dire, d'honneur, de fidélité aux principes qui font de la République. Alors, M. Bilal l'a très bien rappelé, c'est une question d'abord juridique. On ne peut pas enfermer des gens sur une suspicion. Aujourd'hui, il y a un contrôle qui est effectué, qui a fait qu'il a pu être arrêté rapidement. On est plutôt dans une situation qui apparaît sous contrôle. Mais en effet, politiquement, Emmanuel Macron marche sur une ligne de crête qui est assez sensible. On a vu que lorsqu'il a mentionné la question des flux irréguliers qui pouvaient être entraînés par la chute de Kaboul dans son discours, cela a été très très mal reçu par la droite et on voit que le moindre risque sécuritaire est très très mal reçu par aussi une partie importante des Français. Aujourd'hui, il est dans cette difficulté qui est qu'on a beaucoup de zones grises dans ce genre de contexte. Il n'est pas forcément très clair de savoir les intentions de quelqu'un, c'est assez difficile à déterminer. Donc on doit reposer tous nos efforts sur les forces de sécurité, les forces armées qui font ce travail-là au jour le jour, qui sont là pour identifier ces risques-là. Alors, l'avantage, de manière très pragmatique, qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les frontières afghanes sont en grande partie fermées et que les seuls Afghans qui sortent de l'Afghanistan, principalement, sortent par l'aéroport et donc par des moyens que nous pouvons cribler facilement. C'est pour ça que la question se posera peut-être plus largement à moyen terme lorsque nous verrons peut-être apparaître des flux qui viendront par d'autres angles, par d'autres, voilà, comme on a pu le voir en Syrie, par la voie terrestre, par des chemins qui seront moins faciles à contrôler. Et là, se posera véritablement la question. En tout cas, sur le plan des évacuations, elles se poursuivent. La France, vous l'avez rappelé, a mis à l'abri 2000 personnes. Jean-Yves Le Drian parle d'un exploit, le ministre des Affaires étrangères. Paris qui demande aujourd'hui d'ailleurs un délai aux talibans face à ce délai du 31 août. Il devient clair qu'on ne pourra visiblement pas sortir tout le monde. Nous sommes en ligne avec Washington, on va retrouver notre correspondant à Washington, Axel Monnier. Bonsoir Axel. Le dialogue aujourd'hui se tend avec les talibans. Ils affirment qu'il n'y aura aucune extension de ce délai pour évacuer les populations d'Afghanistan. Ils demandent aux Américains d'arrêter même d'évacuer leurs experts afghans. Et parallèlement, Paris, Londres, Berlin mettent la pression sur Joe Biden pour qu'il prolonge la présence des troupes, ce que vient justement de refuser le président américain. Oui, pour des raisons de sécurité, les Américains craignent en effet des attentats sur l'aéroport de Kaboul et surtout que les talibans mettent à exécution leurs menaces. Parce que les talibans ont été très clairs, ils veulent que les Américains respectent scrupuleusement la date qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes fixée, c'est-à-dire le 31 août. Alors la question qui se pose évidemment, c'est de savoir si les évacuations vont pouvoir être menées à leur terme avant cette date-là. Joe Biden semble confiant, il faut dire que le rythme des évacuations se poursuit à niveau élevé. Sur les dernières 24 heures, on est à plus de 21 000 personnes exfiltrées d'Afghanistan. Oui, mais le temps est désormais compté. J-7 et le chef de Pentagone lui estime que certes, il sera possible d'évacuer tous les militaires américains et leur matériel, mais il est beaucoup plus pessimiste sur le fait d'évacuer les civils afghans, ceux qui craignent pour leur vie, ceux qui ont en fait aidé pendant toutes ces années les Américains à faire le travail sur le sol afghan. Merci beaucoup Axel Monnier en direct depuis Washington et bonsoir Olivier Roy, vous êtes politologue spécialiste des questions islamiques. Merci d'être en direct avec nous ce soir. On le disait à l'instant, le dialogue se tend avec les talibans. Ils affirment qu'il n'y aura aucune extension du délai pour évacuer les populations d'Afghanistan. Cette question des évacuations était au cœur du sommet du G7 aujourd'hui. Que peut faire le G7 face à un tel échec diplomatique, stratégique, humain?
Sur le court terme, pas grand-chose. On ne va pas envoyer des troupes, on ne va pas boycotter les talibans, puisque de fait, on s'éloigne d'eux en ce moment. Bon, l'intérêt des talibans, c'est quand même d'avoir de bonnes relations avec le G7 sur le moyen terme. Pourquoi? Pour des enjeux financiers. L'essentiel des fonds du gouvernement afghan sont à l'extérieur, sont gérés dans des institutions bancaires ou financières internationales. Les talibans, dans le fond, ont très peu d'argent dans les caisses aujourd'hui et ils ont besoin d'être reconnus comme le gouvernement officiel, enfin le gouvernement légal, disons, de l'Afghanistan pour pouvoir toucher les fonds, pour pouvoir encaisser par exemple les droits de passage des avions au-dessus de l'Afghanistan, etc., etc. Donc pour eux, l'enjeu, il est budgétaire d'abord, hein. Il est aussi évidemment d'assurer leur légitimité sur le plan international, ils y tiennent beaucoup. Donc la porte est ouverte à des négociations futures. Mais ce qu'ils veulent faire là, c'est montrer qu'ils sont en charge, qu'ils ont l'hégémonie du pouvoir. Ils ne veulent pas négocier sur le court terme pour bien montrer qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Donc dans le fond, on est dans une espèce de partie de poker en ce moment. Sur l'aspect humanitaire, l'ONU donnait une première estimation non officielle de 300 000 réfugiés. Que fait-on, que peut-on faire pour ces centaines de milliers de réfugiés? Est-ce qu'il faut admettre qu'on ne pourra pas sauver et accueillir tout le monde? Alors, il y a deux catégories de réfugiés, il faut bien être clair là-dessus. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a un flux continu de réfugiés afghans qui viennent en Europe. Il suffit de regarder Calais, par exemple, ou la porte de la Chapelle. Ces gens-là donc, ne sont pas partis pour fuir les talibans, en tout cas pas nécessairement. Ce sont surtout des jeunes qui cherchent un avenir meilleur ailleurs. Et puis maintenant, avec l'arrivée des talibans, on a une autre catégorie de réfugiés qui sont les gens qui, effectivement, craignent pour leur vie parce qu'ils ont travaillé avec les Occidentaux, etc. Cela, on a une dette d'honneur par rapport à eux. Et c'est quoi? C'est quelques dizaines de milliers de réfugiés qui, en général, parlent les langues étrangères, sont éduqués, etc., et qui vont se répartir des États-Unis jusqu'à l'Allemagne. Donc, ça n'est pas du tout un danger, enfin un problème, disons, d'immigration majeure. Et autrement, je ne vois pas d'immigration massive. Vous savez, les gens, comme en Syrie, ils s'en vont quand ils sont bombardés, quand on a une vraie guerre, etc. Or, paradoxalement, avec la victoire des talibans, on a une diminution des opérations militaires en Afghanistan. Les campagnes sont plus sûres de ce côté-là. Donc, on n'a pas d'incitation, par exemple, dans les campagnes, à quitter l'Afghanistan pour le moment. J'ai des doutes, si vous voulez, sur une masse, sur cette idée d'une vague de plusieurs centaines de milliers d'Afghans qui vont s'ajouter aux autres. Hein. Je crois qu'on est dans une espèce de flux continu depuis 10 ans, avec en plus ces gens de la ville qui ont travaillé avec nous. Merci beaucoup Olivier Roy, merci pour votre éclairage ce soir en direct sur LCI. On en vient de l'autre grande actualité de la journée, c'est la situation à Marseille, des magistrats supplémentaires et un grand plan annoncé par Emmanuel Macron la semaine prochaine. L'exécutif est sommé de se pencher au chevet de Marseille où la violence la plus brutale se déchaîne depuis des mois. Première réponse du gouvernement, donc des magistrats supplémentaires. Bonsoir Samia Ghali. Bonsoir. Vous êtes maire adjointe de Marseille. Il y aura des magistrats supplémentaires dans la ville. C'est ce qu'annonce le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Emmanuel Macron doit par ailleurs se déplacer, dévoiler un grand plan la semaine prochaine. Quelle est la première des urgences pour vous, qui êtes maire adjointe de cette ville ? Écoutez, elles sont plusieurs. Là, il y a le ministre de la Justice qui s'est exprimé et qui a dit sa volonté de vouloir accompagner, je dirais, renforcer. C'est très bien et c'est une bonne chose. C'est pour ça que moi, je souhaitais qu'il y ait un comité interministériel où chaque ministère prenne sa part pour Marseille, chaque ministère, parce que vous comprenez bien que c'est pas par le petit bout de la lorgnette qu'il faudra prendre ce problème qui est maintenant incommensurable et qui déborde dans tous les sens. Et pour cela, il faut mettre tous les organismes, toutes les personnes qui sont en capacité d'aider Marseille, qui doivent le faire. Qu'est-ce que les politiques, Samia Ghali, vous qui êtes maire adjointe, qu'est-ce que les politiques ont raté, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait depuis des décennies à Marseille ?
Ben, c'est d'être dans le déni. C'est d'être dans le déni. Moi, ça fait 10 ans que je dis les choses. Peut-être que si on avait écouté avec beaucoup plus d'attention et peut-être que si on avait ça a été fait dans un premier temps. Il y a des choses qui ont été faites avec l'approche globale et ça a porté un peu ses fruits. Mais il fallait que ce soit constant. Il fallait pas enlever à Marseille la police qui était nécessaire parce qu'à chaque fois qu'on diminue des forces à Marseille, ben, c'est malheureusement la délinquance qui se renforce. Et pour cela, ben, il faut avoir un travail constant, sans relâche. Marseille, c'est un laboratoire, je l'ai toujours dit. Vous voyez une violence à Marseille que vous voyez une nulle part ailleurs. Vous vous rendez compte qu'on en arrive même maintenant à mettre ça sur des réseaux sociaux. Vous vous rendez compte la violence, notamment la violence de la personne qui a vécu malheureusement ce drame et ce meurtre, mais en plus la violence des images et la violence au quotidien. Et c'est ce que les gens ressentent au quotidien. C'est peut-être cette violence que vous ne voyez pas, que vous voyez que lorsqu'il y a des meurtres, mais malheureusement qui est tellement présente au quotidien dans la vie des gens. Samia Ghali, certains évoquent la légalisation du cannabis comme un moyen pour endiguer le trafic de drogue. Quelle est votre position sur cette question? Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, disait ce matin que ce serait une défaite morale. Mais au-delà de la défaite morale, ça c'est une évidence. Mais moi, je veux même pas rentrer dans le débat pour contre la légalisation. Ce que je veux dire, c'est que ce sont deux débats différents. La légalisation, c'est bien pour le consommateur, pour les déculpabiliser de prendre de la drogue, mais c'est voilà. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Si on veut me lancer le débat, je dirais, je suis pas favorable, mais s'il doit y avoir un débat, pourquoi pas? Mais je ne veux absolument pas, parce que ça serait encore plus dramatique que de faire croire aux gens que le fait de légaliser, dépénaliser, légaliser le cannabis, alors il n'y aurait plus de délinquance, il n'y aurait plus de problème. Mais c'est que vraiment, mais c'est ça qui m'inquiète, qui me fait encore plus peur. Ça veut dire que vraiment, ils sont loin de la réalité de ce qui se passe dans ces quartiers. On a dépassé la question du trafic, on a dépassé la question du fric, on est dans la question du pouvoir, dans la question de la jalousie des uns envers des autres, des idées de revanche des uns envers les autres. On a dépassé tout ça. Là, il faut aider les nouvelles générations. Et la légalisation du cannabis, de vous à moi, c'est pour les feignants. Très bien, merci beaucoup. Merci Samia Ghali d'être intervenue en direct ce soir sur le plateau de LCI. Christophe, je vous voyais réagir à ce que disait Samia Ghali. Il disait que voilà, c'est une question, on a dépassé même ces questions de banditisme et que c'est une question aussi de nouvelle génération. Non mais qu'un ministre de la Justice vienne en vous annonçant 11 magistrats de plus, qu'un ministre de l'Intérieur vienne en vous disant il y aura plus de bleus dans les rues. Très bien, très bien. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Marseille, mais dans d'autres villes de France où la drogue est un vrai fléau, c'est pas en saupoudrant. L'État est parti depuis des dizaines d'années. Mais l'État au sens large, on a tout mis sur l'école. Après, on a tout mis sur la police. Mais c'est une déshérence totale. À Marseille comme ailleurs, vous avez un enfant qui a 9-10 ans et avec ce qu'il gagne, pour surveiller une cage d'escalier, une rue, 200 €, il fait vivre une famille. Ce qu'on a appelé pendant des années l'économie souterraine, c'est une économie aujourd'hui qui est publique. C'est une économie qui fait vivre des quartiers, des dizaines de milliers de personnes, à Marseille comme ailleurs. Donc, si vous remettez pas l'État, si vous vous intéressez pas à ces enfants, à ces familles qui vivent du trafic de drogue, et dans ces endroits où les trafiquants sont parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent, où ils organisent la vie des familles, où quand une mère va faire ses courses et demande à son enfant l'argent du trafic de drogue pour aller les faire, si l'État n'a pas compris ça, c'est pas en envoyant des fonctionnaires de police de plus, certes, il faut le faire, ou des magistrats de plus, que ça va régler le problème. Et Marseille, c'est ça aujourd'hui, comme d'autres quartiers. Donc la déshérence, les plans villes, si cet argent, on ne l'injecte pas à la base, ça ne fonctionnera pas. Dans ces quartiers-là, les fonctionnaires de police considèrent que à 9 ou 10 ans, au-dessus, c'est une génération, ce sont des générations perdues. C'est-à-dire qu'elles ne reviendront pas. Quand vous avez des mômes qui ont 6-7 ans et qui sont déscolarisés depuis 1 an ou 2, qu'il n'y a pas de signalement, que personne ne va voir les familles, vous dites quoi? Où est l'État à ce moment-là? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand un enfant gagne 200 € par jour, quand il regarde des un peu plus grands qui ont 14-15 ans avec des scooters, quand ceux 14-15 ans regardent des un peu plus grands avec des voitures de luxe, et qu'on va leur dire « retourne à l'école » et à ce moment-là, tu vas gagner 1 500 € par mois, c'est ce qu'ils gagnent en un mois. Manon Parizet, Emmanuel Macron doit se rendre à Marseille la semaine prochaine, annoncer un grand plan global. Qu'est-ce qu'il peut faire?
comment peut-il changer les choses, ce que n'ont pas réussi à faire les gouvernements depuis des décennies? Déjà, j'aimerais remettre en perspective. Le 5 juin dernier, Emmanuel Macron annonçait les états généraux de la justice, qu'on attend toujours, sur lesquels nous avons peu d'informations, sur comment on va remettre à plat ce système qui montre des défauts vraiment cruciaux entre la relation entre la justice et la police, sur la réalisation des peines, sur les capacités des juges et des magistrats à gérer les dossiers, parce qu'on a des juges qui sont surchargés. On a beaucoup de dossiers qui sont à prendre en charge. Là, ce qui est intéressant dans le tempo politique à analyser, c'est qu'on avait cette première annonce. Aujourd'hui, 2 mois après, on a une nouvelle annonce qui va être finalement, les états généraux de la justice, on ne sait plus ce qui va en advenir, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là. En tout cas, il y aura un plan. Et on est à 1 an de la présidentielle, alors que la préoccupation des Français pour les questions sécuritaires a bondi entre 2020 et 2021 de 26 points quand même. On arrive à 72% des Français qui sont préoccupés par cette question. Et en parallèle, 62% des Français, dans un sondage ELAB, considèrent que le bilan du président de la République est insuffisant et négatif sur cette question. Donc à 1 an des présidentielles, le président a tout intérêt à essayer d'être crédible, mais au-delà des mots, il faudra des actes. Être crédible, des actes, Renaud Pilat, Emmanuel Macron sur Marseille. La situation de la ville l'occupe depuis longtemps, puisqu'il a des contacts réguliers, notamment avec Benoît Payan, le nouveau maire de Marseille, qu'il avait reçu après que Benoît Payan remplace sa prédécesseur. Je crois que la ville de Marseille, ça peut être effectivement le symbole si, jusqu'à la fin de la campagne présidentielle, on a comme ça cette violence, ça cristallise effectivement toutes les angoisses de beaucoup de Français qui, dans leur propre ville, voient se développer les prémices de ce que peuvent être certains quartiers. Après, entièrement d'accord avec ce qu'a dit Christophe, mais tout de même, je pense que les mannes financières sont telles avec le trafic du cannabis qu'on n'a jamais eu ce débat en France. Je pense que la classe politique française devrait l'avoir avec une continuité des politiques publiques sur Marseille. Il faudra 1-2 générations pour faire le travail qui n'a pas été fait depuis 40 ans, toutes tendances politiques confondues. Merci, merci Renaud. C'est ce que rapporte au trafiquant chaque année. Trafic de drogue. Merci Christophe. On se retrouve dans un instant, on fait une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le grand entretien. Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous allons bien sûr évoquer cette nouvelle recommandation de la Haute Autorité de Santé sur une 3e dose de vaccin anti-Covid. À tout moment, la vie peut basculer. Le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, cancer, Alzheimer. Faites avancer la recherche. Léguez sans droit de succession à l'Institut Pasteur. Ensemble, défendons la recherche. Demandez la brochure Leg au 0805 215 216 ou sur leg.pasteur.fr. Oui, tout à fait. Bien sûr. Vous avez passé une bonne journée? Plutôt calme. J'ai vu ça, oui. B-Box Fibre avec Wi-Fi 6. Profitez du meilleur des Wi-Fi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Yeah.